Azure Kubernetes Service et le service Azure qui va nous permettre d'exécuter des images containerisées en s'appuyant sur la plateforme Kubernetes. Grâce à ce service, on aura à notre disposition un cluster qui nous offrira de nombreuses fonctionnalités pour orchestrer et gérer nos applications containerisées qui vont s'exécuter dans la plateforme Azure. Azure Kubernetes Services s'appuie sur la plateforme open source Kubernetes, ce qui veut dire que le noyau et l'ensemble des concepts qui sont mis en avant par Azure Kubernetes Services sont les mêmes concepts qu'on va retrouver au niveau de Kubernetes. Alors, c'est un service que si on voudrait utiliser dans nos différents besoins, il est important qu'on puisse se familiariser avec la plateforme Kubernetes. Alors, c'est quoi Kubernetes? Kubernetes, c'est tout simplement une plateforme open source extensible permettant d'automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des charges de travail containerisées. Ce projet-là a vu le jour initialement par des ingénieurs de Google, puis plusieurs autres entreprises ont rejoint le projet qui est désormais open source pour contribuer à son implémentation. C'est pour cela que c'est une plateforme qui évolue assez rapidement et on va la retrouver auprès de la plupart des fournisseurs de plateformes infonuagiques, que ce soit du côté d'Amazon, de Microsoft, de Google, de IBM, etc. Alors, Kubernetes va simplifier la complexité de la gestion des conteneurs en nous fournissant une configuration déclarative pour orchestrer les conteneurs dans différents environnements de calcul. Grâce à ce service-là, les entreprises sont désormais capables de déployer avec une certaine rapidité, une certaine flexibilité plusieurs applications et s'appuyer directement sur les services de gestion qui sont offerts par Kubernetes pour orchestrer directement les différentes applications, c'est-à-dire faire parfois de la mise à l'échelle, etc. Kubernetes va donc nous offrir des fonctionnalités intéressantes comme l'exécution et l'orchestration de nos différents conteneurs, l'automatisation des déploiements des conteneurs via une syntaxe déclarative avec des fichiers de manifeste, la mise à l'échelle, parce que c'est un service qui justement va permettre d'avoir de la mise à l'échelle automatique de telle sorte qu'on sera capable automatiquement de créer de nouvelles instances de nos différents conteneurs si on en a besoin. Et lorsque de nouvelles instances sont créées, Kubernetes est directement capable de faire de la répartition de charges sans qu'on ait besoin de passer par un balanceur de charges TS. Il y a également de la découverte de services. Donc, grâce à cette fonctionnalité, nous n'avons pas besoin de mettre en place un mécanisme de découverte de services. Ça, c'est surtout important dans le contexte où on est dans une architecture microservice. Alors, lorsque je suis dans une architecture microservice, mes microservices vont le plus souvent communiquer pour pouvoir répondre à mon besoin d'affaires. J'ai effectué mes tests en local, tout est correct et lorsque je déploie dans le service d'exécution, il faudrait également que je configure mes microservices pour que ces derniers puissent communiquer entre eux. Alors, grâce au mécanisme de découverte de services qui permet à Kubernetes d'attribuer un nom unique et un DNS au port, il sera capable de directement gérer la communication entre nos différents microservices. Donc, on aura tout simplement besoin lors de la création de notre fichier manifeste de déploiement de nos différentes images, on va mettre en place les dépendances nécessaires et à ce moment-là, à partir de là, Kubernetes sera capable d'utiliser sa notion de découverte de service pour être en mesure de faire communiquer nos différentes API. On a le endpoint slice qui est le suivi évolutif des réseaux endpoints dans un cluster Kubernetes parce que dans un cluster Kubernetes, on a la notion des réseautiques et c'est justement cette notion des réseautiques là qui va permettre d'avoir de l'isolation et permettre également à nos différents conteneurs de communiquer entre eux dans une sorte de réseau virtuel de telle sorte qu'on est capable d'exposer uniquement la portion front-end et tout ce qui va être microservices back-end qui ne sont pas accessibles sur internet seront isolés
au travers de la réseautique de Kubernetes. Pour finir dans la gestion des secrets, alors toute information sensible, les mots de passe, etc., on peut directement les sauvegarder au niveau de notre cluster Kubernetes grâce au système de gestion des secrets. Ce système de gestion des secrets là va permettre de stocker toutes nos informations sensibles et de les chiffrer au repos de telle sorte que ces informations ne seront pas accessibles à toute personne ou toute entité malveillante. Alors, lorsqu'on veut utiliser tout service qui repose sur Kubernetes, que ce soit Azure Kubernetes Services, que ce soit le service de conteneur Kubernetes de Microsoft ou d'Amazon, il est important de comprendre et de maîtriser l'architecture de Kubernetes. L'architecture de Kubernetes est tout simplement basée sur l'image qu'on a à l'écran. Donc, dans cette architecture, on aura le cluster. Les clusters, c'est tout simplement un set de nodes qui exécute des applications containerisées. Quand on utilise Kubernetes, on aura donc à notre disposition un cluster. Donc c'est le cluster qui va représenter toutes les ressources, tous les conteneurs, bref, tous les éléments nécessaires à l'exécution de nos différents actifs. Ok. Alors lorsqu'on va par exemple dans Azure Kubernetes Service, lorsqu'on crée un service Kubernetes avec Azure, à ce moment, c'est un cluster qui est créé. C'est un cluster Kubernetes qui est créé. Dans ce cluster Kubernetes, nous avons la notion de node, de worker. Un node ici, c'est tout simplement la machine de travail Kubernetes. Un nœud peut être une machine virtuelle, une machine physique selon le cluster. Ok. Avec Kubernetes, on a toujours au minimum deux nodes. On aura le master node et le worker node. Le master node, c'est tout simplement le nœud qui va contenir tous les API nécessaires à la gestion. Ok, c'est le nœud master. Alors, ce nœud-là va être déployé tout simplement sur une machine virtuelle ou une machine physique. Et au niveau de ce nœud-là, on aura tous les API, tous les outils nécessaires pour pouvoir effectuer de l'orchestration et de la gestion. Ensuite, nous aurons nos nœuds de travail, nos worker nodes, et c'est sur nos worker nodes qu'on aura tout simplement les machines virtuelles qui vont exécuter nos conteneurs. On pourra en avoir un ou plusieurs, mais on a au minimum un. Alors, chaque fois qu'on va créer justement une instance d'Azure Kubernetes Service dans Microsoft Azure, derrière on aura automatiquement deux machines virtuelles qui vont être provisionnées. Une machine virtuelle qui va servir pour le master node, et ce master node là, vu que Azure Kubernetes Service est un service entièrement managé, le master node est géré par le fournisseur InfoNuagic. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se soucier de ce nœud là. Ok, tandis qu'on aura nos différentes worker nodes qui vont être les machines virtuelles permettant d'exécuter nos images containerisées. Ensuite, on a les pods. Les pods, c'est tout simplement la plus petite unité informatique déployable pouvant être créée et gérée dans Kubernetes. Ok, un pod, comme on le voit ici, peut regrouper un ou plusieurs conteneurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un pod, lorsqu'on a nos différents conteneurs qui s'exécutent sur ce pod là, tous les conteneurs qui sont sur un pod le plus souvent vont se partager, que ce soit au niveau de la réseautique, que ce soit au niveau des ressources, etc. C'est pour cela que la recommandation sera couramment d'avoir un pod, un conteneur. Ok, quoique on est capable d'avoir plusieurs conteneurs sur un seul pod. À la suite de ça, on a la notion de Kube API Server. Donc l'API Server, c'est tout simplement l'API de gestion qu'on a au niveau de notre master node. Cette API-là va permettre d'exposer les fonctionnalités de gestion de notre cluster Kubernetes. Ok. Alors, grâce à cette API, on sera capable d'utiliser l'outil kubectl, qui est un outil en ligne de commande qu'on pourrait installer par exemple sur notre ordinateur personnel
pour interroger et effectuer des actions sur notre cluster Kubernetes. À partir du kubectl, on sera capable d'envoyer requête à l'API serveur pour se connecter à notre cluster, lister nos pods, lister nos namespaces, lister nos conteneurs, exécuter un fichier de manifeste pour pouvoir déployer des conteneurs, etc. Et c'est vraiment la porte d'entrée, l'API serveur, et le kubectl, c'est l'outil de gestion qu'on va retrouver sur nos différents postes de travail pour être en mesure d'effectuer des actions sur notre cluster Kubernetes. Ensuite, on a le controller manager, dans le kube controller manager, qui est la composante qui va exécuter les contrôleurs. Les contrôleurs, c'est tout simplement tout ce qui a trait à de la surveillance, de la supervision, du monitoring, etc. Donc, c'est le controller manager qui va venir faire de la surveillance sur nos différents nœuds de travail, nos worker nodes, et bien évidemment être en mesure de pousser même des informations au scheduler. Le scheduler est ici le composant qui va surveiller les pods nouvellement créés qui ne sont pas assignés à un nœud et sélectionner un nœud sur lequel ils vont s'exécuter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'on veut faire exécuter un conteneur sur Kubernetes, ok, on va pousser les instructions nécessaires et on aura nos worker nodes qui auront différents pods. Ok. Une fois qu'on pousse les instructions, compte tenu du fait qu'on a plusieurs worker nodes, il faudrait qu'à ce moment-là, on puisse identifier sur quel worker node on a suffisamment de ressources pour pouvoir exécuter ce pod-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer le pod. Ensuite, on va aller déployer le pod sur un worker node afin que notre application containerisée puisse s'exécuter. Ok? Donc, l'action d'aller faire cette assignation là sur un nœud de travail afin que notre pod puisse s'exécuter, c'est le kube scheduler qui s'occupe de cela. Alors, toujours au niveau du master node, on a le etcd qui est une base de données clé-valeur utilisée comme mémoire de sauvegarde pour toutes les données du cluster. Donc, toutes les données du cluster seront sauvegardées dans cette base de données qui fonctionne sous forme de clé-valeur. Ok. J'ai déjà expliqué. Si on va maintenant au niveau de nos différents nœuds de travail, on a le kubelet. Le kubelet ici, c'est l'agent qui s'exécute sur chaque nœud de travail, ok, pour s'assurer que les conteneurs fonctionnent dans ce port. Donc, c'est lui qui vient un peu faire de la supervision au niveau de nos différents nœuds de travail, et c'est à partir du kubelet que l'API serveur qui est sur notre nœud master est capable d'effectuer des opérations sur le worker node. On a le kubeproxy qui est un proxy réseau qui s'exécute également sur chaque nœud du cluster et dans chaque worker node, et le kubeproxy va permettre tout simplement d'avoir un proxy permettant de configurer, si on a par exemple un conteneur qui doit être accessible depuis internet, on sera capable de pousser la configuration au niveau du kubeproxy pour que ce dernier soit disponible et accessible via internet. Et bien évidemment, pour finir, on a le conteneur runtime qui est tout simplement l'environnement d'exécution de conteneurs. Ok. J'ai parlé d'une fonctionnalité intéressante de Kubernetes qui était tout simplement la notion de découverte des services. Avec Kubernetes, vous n'avez pas besoin de modifier votre application pour utiliser un mécanisme de découverte des services. Kubernetes va automatiquement donner à vos pods leur propre adresse IP et un nom DNS unique. Ok, et il s'occupe aussi automatiquement de l'équilibrage de charge. Ce qui veut dire par exemple, si on a un pod ici avec nos applications containerisées qui s'exécutent et qu'on a besoin de faire de la mise à l'échelle parce que on reçoit beaucoup de trafic, donc il faut avoir des pods supplémentaires. Kubernetes sera capable de créer les pods nécessaires et déployer automatiquement de nouvelles instances de nos applications là-dessus. Ce qui est bien, c'est que grâce à son mécanisme de découverte de services, il sera capable de rediriger et splitter le trafic entrant entre
les différentes instances de notre pod en cours d'exécution. Aussi simple que ça. Et comme vous le voyez à l'écran, quand il fait la mise à l'échelle sur un pod, c'est tout simplement toutes les images qui sont dans ce pod là qui sont dupliquées. C'est justement pour cela que la recommandation serait d'avoir une relation 1 à 1. Donc à un pod correspond tout simplement une image une application qui s'exécute, bien un conteneur qui s'exécute, ce qui va permettre bien évidemment de faire la mise à l'échelle avec beaucoup plus de flexibilité. Ok. Maintenant, ici, on a vu ce qu'il fallait pour être en mesure de se familiariser avec Kubernetes. Maintenant, on va introduire Azure Kubernetes Service. Azure Kubernetes Service est tout simplement un service de conteneur gratuit qui va simplifier le déploiement, la gestion et l'exploitation de Kubernetes en tant que service d'orchestration de conteneurs entièrement managé par Microsoft. Attention, lorsqu'on dit que le service est gratuit, c'est tout simplement parce que Microsoft ne nous tarifie pas sur l'investissement, toutes les ressources que la firme a déployées pour pouvoir implémenter ce service-là. Okay? Microsoft ne tarifie pas dessus. Par contre, derrière ce service va aller consommer des ressources matérielles. Ces ressources matérielles-là, c'est de la réseau, ce sont des machines virtuelles, de la mémoire, du stockage qui vont être mises à notre disposition. Et là, on va plutôt être tarifé sur ces ressources matérielles que nous utilisons. D'accord? Donc, lorsqu'on dit que le service est gratuit, c'est parce qu'on n'a pas de surcoût supplémentaire lié à la mise en place de Azure Kubernetes Service. On est uniquement tarifé sur les ressources qu'on va aller consommer. Alors, vu que c'est un service managé, ce que Microsoft fait, c'est tout simplement de gérer le nœud master, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc, le nœud master sera géré par la plateforme info nuagique, c'est-à-dire l'intégrité, la maintenance, etc. Quoique les maintenances ne sont pas automatiques, c'est à nous d'autoriser les maintenances, surtout lorsqu'on change de version de Kubernetes. Ok. Alors, les terminologies en ce qui concerne AKS, c'est littéralement les mêmes terminologies qu'on va retrouver au niveau de Kubernetes. Donc, on a la notion de pool qui va faire référence à des groupes de nœuds ayant des configurations identiques. On a nos nœuds ici qui sont tout simplement nos machines virtuelles qui s'exécutent. Donc, lorsqu'on va créer un service AKS, on aura minimum 2 nœuds. Un nœud master, c'est-à-dire une machine virtuelle, et un nœud worker qui est une autre machine virtuelle. Des pods représentent tout simplement une seule instance d'une application. Bien évidemment, j'ai dit qu'un pod peut exécuter plusieurs conteneurs. Un conteneur est une image qui est tout simplement exécutable. Un déploiement, c'est un ou plusieurs pods identiques qui sont gérés par Kubernetes, donc on peut déployer au travers d'un fichier manifeste. Le fichier manifeste est tout simplement le fichier YAML qui décrit un déploiement. Alors lorsque vous partez utiliser AKS, vous aurez à votre disposition plusieurs fonctionnalités intéressantes, et la première chose, c'est justement le cluster master qui est directement managé par le fournisseur de la plateforme info nuagique. On a nos nœuds qui vont s'exécuter dans des machines virtuelles Azure qui sont provisionnées quand même avec une certaine rapidité. On a l'intégration avec des fonctionnalités intéressantes d'Azure comme Azure Policies pour la gestion des politiques, Azure Active Directory pour l'authentification, Azure Monitor pour tout ce qui est journalisation. Okay. Et aussi on a bien évidemment de la mise à l'échelle qui est quand même assez facile et qu'on peut aussi directement automatiser. Pour finir, on a la tarification à l'utilisation des ressources. Bien évidemment, Microsoft ne nous tarifie pas sur le service AKS en tant que tel, mais plutôt sur les ressources que nous consommons au travers de ce service-là. Si on regarde un peu la mise à l'échelle, qui est justement une fonctionnalité très intéressante de l'orchestration avec Kubernetes, au niveau de AKS, okay, on est capable d'avoir de la mise à l'échelle. La mise à l'échelle va tout simplement permettre de provisionner de nouveaux nœuds, donc de nouvelles machines virtuelles si nécessaire. Okay? Et sur chaque machine virtuelle
déployer nos différents pods. Alors, comment est-ce que la mise à l'échelle se fait? Il faut savoir déjà que la mise à l'échelle est basée sur la consommation des ressources. Alors, on aura notamment Azure Monitor qui va se charger de faire du monitoring au niveau de nos ressources, et bien évidemment au niveau de Kubernetes même, on a aussi ses propres outils de monitoring. Alors, on a deux services de mise à l'échelle. On a l'autoscaler de cluster, qui est un service inclus dans Kubernetes. Son rôle, c'est une fois qu'il a identifié que tous les nœuds, donc toutes les machines virtuelles sont saturées, à ce moment-là, il va envoyer l'instruction à Azure pour provisionner une nouvelle machine virtuelle Azure qui va permettre d'exécuter nos applications. Ok? Donc ça, c'est l'autoscaler de cluster qui s'occupe de cela, de créer et de diminuer selon le besoin les nœuds qui seront nos machines virtuelles. Ensuite, on aura l'autoscaler de pod. Son rôle ici sera de créer de nouveaux pods sur les nœuds en fonction des besoins. Alors, si par exemple sur le nœud qu'on a ici, on a besoin de faire de la mise à l'échelle d'un pod, et que sur ce nœud-là, on a encore de la puissance de calcul nécessaire pour le faire, à ce moment, on n'aura pas besoin de créer un nœud supplémentaire. L'autoscaler de pod horizontal va tout simplement se charger de créer un nouveau pod et déployer notre application dessus. Ensuite, on aura bien évidemment le balancement de charge qui va s'effectuer. Par contre, si on se rend compte qu'il n'y a plus suffisamment de puissance ou bien de ressources nécessaires pour pouvoir exécuter une instance de pod sur toutes les machines virtuelles qui ont été provisionnées, à ce moment-là, l'autoscaler de cluster va s'occuper de faire la demande pour qu'on ait une nouvelle machine virtuelle, et l'autoscaler de pod va tout simplement déployer la nouvelle instance sur cette machine virtuelle-là. Oui? Alors, pour créer un cluster AKS dans Azure, on a tout simplement besoin de spécifier le nom du cluster, la version de Kubernetes qu'on souhaiterait utiliser. Bien évidemment, on va utiliser les versions qui sont encore supportées, et Microsoft ne va pas nous donner la possibilité d'utiliser une autre version en dehors des versions qui bénéficient encore du support de la communauté. De choisir notre préfixe DNS pour rendre le nœud principal accessible à tous, et la taille initiale du pool de nœuds. Donc cette taille initiale va permettre de définir c'est quoi la capacité, la mémoire, le calcul nécessaire pour exécuter nos différents pods, et chaque image qui va être créée, non, chaque machine virtuelle qui va être créée dans le cadre de ce pool de nœuds là aura les mêmes caractéristiques. Ok, c'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne Azure Kubernetes Services.